qui va être écourté un peu. Je ne pouvais pas partir plus tard que 5 heures, mais je voulais rencontrer les représentants, M. Dottori, d'abord. Ensuite, je vais rencontrer, c'est vous, puis tout de suite après, je m'en vais visiter Commonwealth Plywood. Et par la suite, je rencontrerai les maires CLD, Chambre de commerce. Faut discuter avec ces gens-là, il faut les présenter. Il faut que je sois là à 1h30. 1h30 en bas. C'est beau, monsieur. Merci. Et c'est ça, je ne pourrais pas visiter l'usine de Tembec. Malheureusement, je me reprendrai une autre fois parce que je suis un peu partout de ce temps-ci sur le territoire. J'ai fait Val d'Or, vous le savez, la semaine passée, je crois. J'essaie d'expliquer le point de vue de l'industrie. Et j'essaie surtout de démontrer que le développement durable, ce n'est pas seulement que l'écologie, mais c'est la recherche de trois facettes du développement durable en même temps. C'est bien sûr les écosystèmes, mais c'est aussi social puis l'économique. Parce que, en particulier, quand on regarde ici dans le Témiscamingue, c'est 88,1% de dépendance de l'industrie forestière. C'est beaucoup, c'est gros. Et on sait très très bien que la ponction, la coupure de 20%, pour nous, c'est que si on ne trouve pas certaines mesures d'atténuation, qu'on espère trouver par exemple, parce que le gouvernement Charest a accepté la création de 3 groupes de travail. Un premier pour le feuillu, qui touche évidemment votre région, où les normes sont rendues tellement rigides qu'il en coûte, la ressource est la plus chère au monde, non seulement en Amérique du Nord, mais au monde pour la sortir de la forêt, à cause de la qualité du bois. C'est des coûts prohibitifs. Par exemple, ici, l'industrie forestière paie 100 millions de dollars pour la taxe en capital, ce qui ne paye pas en Colombie-Britannique, c'est rien. On n'est même plus concurrent avec l'Ontario, on n'est plus concurrent avec BC, ni avec les usines de l'Est et du Sud des États-Unis. Donc, il faut absolument qu'on travaille sur un comité de travail sur la compétitivité de notre industrie forestière au Québec. Et dans le résumé, on cherche des mesures d'atténuation, comme le bois sec et sain. Cette année, une autre mesure, ce sera le bois qui a brûlé, qui est récoltable d'ici 2 ans, qui peut contribuer à des atténuations par rapport aux 20% pas appréhendés, mais décidés. Et puis également, la forêt surannée, ce qu'on appelle la forêt mature, qui est en décroissance ou en dégénération, plutôt de la laisser tomber vers le vent, l'échablis ou bien par le feu, eh bien, ça pourrait constituer des mesures d'atténuation acceptables. On espère, avec M. Corbeil, dans les prochaines semaines, on a commencé sur des comités techniques au niveau du bois sec et sain. Je pense qu'on va accélérer les discussions. Le dialogue, je pense, est repris. On se parle, on s'est rencontrés. Et depuis la rencontre de M. Charest, moi j'ai bon espoir qu'on puisse faire quelque chose. C'est important. C'est l'industrie qui, au Québec, génère le plus d'emplois. Direct, indirect et induit. Si on regarde les trois ensemble, un emploi direct pour la forêt, un emploi indirect pour la forêt et les commerces qui en dépendent, c'est 150 000 emplois au Québec. C'est 3 milliards de masse salariale pour les employés. C'est 12 à 13 milliards d'activités économiques annuelles. On ne peut pas faire fi de cela. Et on est bien conscient, là, contrairement à ce que disent certains ténors, que l'industrie forestière se fout de tout. C'est faux. L'industrie forestière a besoin d'une forêt qui se régénère. Si les premiers intéressés à avoir une forêt qui se régénère, si ce n'est pas une forestière, écoutez une minute, ce serait qui? On en dépend de la forêt. Sauf que on est d'accord avec le développement durable sous toutes ses formes. Et je vous dirais que l'industrie a fait énormément au cours des 10 dernières années, même s'ils disent qu'on n'a rien fait. On a dépensé plus d'1,5 milliard en matière environnementale. On a réduit dans les papetières 57% d'utilisation de l'eau pour chaque tonne produit. On a investi on a réduit nos gaz à effet de serre de 37%. Vous m'en nommerez d'autres qui font ça. Bien sûr qu'on on est mal perçu, on est bien conscient. Je ne viens pas ici dire qu'on est parfait non plus.
Je pense qu'il faut faire nos mea culpa sur certaines choses, puis admettre qu'on n'a peut-être pas toujours été net plus ultra. Mais je dois vous dire une chose, c'est qu'il y a une volonté de collaborer avec les gouvernements, mais surtout s'occuper de nos travailleurs en région, de nos paroisses, de nos municipalités qui nous ont accueillis il y a de ça 50 ans. On a une dette morale vis-à-vis de ces gens-là, puis on est prêt, nous, à discuter avec l'État pour que si une restructuration s'impose, une consolidation s'impose, c'est de la faire le plus correctement possible, avec le plus d'ouverture possible. Donc, je m'arrête là-dessus. Je vais essayer de synthétiser en 3 minutes ce que je vais dire au maire et je vais dire un peu tout le monde aujourd'hui. C'est ma vocation de professeur, ça, qui m'a obligé à me synthétiser, mais ma première profession. Oui. On dit que la balance commerciale au Québec est à la positive grâce à la forêt. Exact. Étant donné qu'il y a une coupure de 20 est-ce qu'il y a danger qu'on descende à la négative? Il y a sûrement danger, mais c'est grâce à la forêt que tu as absolument raison. C'est 10 milliards, la part de l'industrie forestière dans la balance commerciale. Si elle disparaissait, puis elle est à 5 milliards positive. Si l'industrie disparaissait, on tomberait à 5 milliards négatifs dans la balance commerciale. Mais on parle de couper l'industrie de 20 mais est-ce que vous dites que ça pourrait aller jusqu'à la faire disparaître? Non, le 20 ne peut pas à court terme la faire disparaître. C'est l'effet, c'est peut-être l'effet des fermetures, par contre, puis les gens vont déménager, hein, vous savez, il y a des actionnaires qui accèdent, c'est comme vous, ça, parce que placeriez-vous vos quelques milliers de dollars à perte, puis en applaudissant. Puis il y a des actionnaires qui investissent des dizaines de millions, des centaines de millions de piastres, et puis qui l'an passé, par exemple, ont vu l'industrie juste du sciage déficitaire de 454 millions l'an dernier. Et puis, au cours des 5 dernières années, déficitaire 3 ans sur 4. Et cette année, le bois d'œuvre n'était pas pire à court terme, on verra ce que ça donnera à la fin de l'année. Donc, c'est vrai qu'il y a un problème. Mais il y a un problème parce que notre ressource est trop cher. C'est cher, c'est le plus cher en Amérique du Nord et au monde. Donc, puis il y a le dumping qui s'en vient en plus. Dumping des Chinois, des Brésiliens. Puis là, aux États-Unis, ils rentrent du bois d'Allemagne, du Brésil, de la Finlande, puis de la Russie. La Russie commence à... D'abord, c'est immense, la forêt russe. C'est probablement la plus riche en résineux qu'il n'y a pas sur la planète. Puis le bois rentre par la Finlande, un peu partout. J'ai même vu un 2x4 russe la semaine dernière à mon bureau. Quelqu'un venu me le montrer. C'est un bois assez de qualité, mais qui rentre par où? Puis qui rentre off, il se fait planer, puis étant peu Québec par la suite, on va voir quand même on surveille, on enquête. Oui. D'autres questions, je n'ai pas. Il n'y a pas quelque chose, vous dites la ressource est chère, et en même temps, les Américains la surtaxent le problème du bois d'œuvre parce qu'ils disent qu'elle n'est pas assez chère par rapport à ce que ça leur coûte eux autres. Oui, mais ça, on a gagné. Vous aurez remarqué que même si les Américains disent ça, ils ne sont pas protectionnistes du tout d'abord. Plus que ça, tu meurs. Mais nous, on prétend que les Américains veulent se protéger. Ils veulent sans doute avoir une partie des argents déposés en fiducie, ne leur en est pas. Mais nous autres, c'est demain matin, justement, qu'on va établir la position définitive du Québec en ce qui regarde le bois d'œuvre. Les Américains ont toujours prétendu que notre bois n'était pas assez cher. Mais c'est parce qu'ils ne comptent pas toutes les contingences qui s'y raccrochent. Si tu veux, quand on paye 10 pas 10 mais 100 millions pour la taxe sur le capital, que la Colombie-Britannique ne le paie pas, ben c'est un coût de production pour nous autres qui est bien plus cher. Donc, quand on pense aux droits de coupe, aux normes, les normes sont terribles. De sorte qu'on pourrait retirer de l'argent, mais on n'en tire pas. Dans le feuillu, théoriquement, ils disent tu as une coupure de 5, tu ne devrais pas t'en apercevoir. C'est pas une question de coupure de 5 dans le feuillu, c'est pas une question de ponction, c'est une question de qualité de bois puis de coût pour l'extraction de la forêt. Donc, on a des problèmes de normes, on a des problèmes de coûts, on a des problèmes de fiscalité, ce qui fait que les États-Unis, ils ont beau dire tout ce qu'ils voudront, si jamais on paye une taxe, ce sera tout simplement parce qu'on ne voudrait pas éventuellement se retrouver avec une chicane qui durera encore 10-15 ans. Notre industrie a
a 1 milliard de dollars en fiducie. Imaginez-vous, il y a des compagnies qui vont avoir 300 millions tantôt en fiducie, de l'argent qu'ils ne peuvent pas toucher. Donc, si tu fais geler ces argents-là, c'est de l'argent qu'on n'a pas en capital pour investir. Depuis 5 ans, nos investissements dans l'entreprise là, sont à la baisse de même. Et une industrie qui n'investit plus, vous savez ce qui arrive? Ça veut dire que tu te détériores, tu ne suis plus la compétition, tu ne suis plus la modernité. Et c'est extrêmement dangereux d'être à ce moment-là à la remorque de tout le monde. Et ça, je pense qu'il faut retrouver. J'ai écrit personnellement à M. Charest hier, je suis une lettre, lui demandant un soutien à court terme pour que notre industrie puisse se mettre à réinvestir. Je propose même une recette dedans, je vous la rendrai publique un petit peu plus tard. Il faut que je regarde que c'est correct. Oui. Là, on dit que les coupures de 20 est-ce que c'est juste pour le résineux, tandis que le feuillu, il n'est pas affecté par ces coupures de 20 Le feuillu, c'était 5 dans la loi 71, et le résineux, c'est 20. Par contre, les feuillus sont plus attrayants à cause des C'est à cause des normes, exact. Alors que le résineux, on aurait des mesures d'atténuation qui pourraient véritablement aller de 3 à 8 par exemple, dans le bois sec, dépendant des régions, bois sec et sec. Ici, en Abitibi, si ma mémoire est fidèle, c'est 3,4 que ça pourrait donner selon les calculs de ce que certains m'ont donné à Val-d'Or la semaine passée. Mais ça peut atteindre aussi plus que ça. Puis les feux peuvent constituer un autre pourcentage. Et là où il y a moins de bois sec et sain, mais qui pourrait avoir des forêts surannées, des forêts qui ont arrêté de croître et qui sont en dégénérescence, tu pourrais aller chercher un autre montant, ce qui pourrait faire en sorte que les populations existantes dans les villages et nos travailleurs comme tels pourraient être moins frappés dur. Mais c'est ce que Coulombe dit. Quand on lit Coulombe, là, il y a des ténors qui disent que Coulombe, c'est beau, mais il y avait 81 résolutions. Et le gouvernement en a appliqué 2, dont une qui vient de nous autres. Le chef forestier, le forestier en chef, c'est nous autres qui l'avons suggéré dans notre mémoire, et Coulombe s'en est approprié. L'autre, la coupure de vin, c'est par précaution. Vous remarquerez que c'est par précaution. Coulombe dit l'instrument pour juger de la possibilité n'est pas bon. Et par mesure de précaution, avant de juger définitivement, on va faire une ponction de vin. Ils n'ont pas fait la démonstration de la surexploitation. Regardez dans tout le rapport, lisez-les comme il faut. Il dit quoi après ça? Attention, monsieur du gouvernement, faites des études d'impact. Il n'en a pas fait. Le gouvernement ne peut pas venir ici se vanter qu'il a fait des études d'impact. Il n'a pas fait. Le gouvernement ne peut pas venir ici dire qu'il a établi des stratégies pour que l'industrie... Parce que Coulombe dit qu'il faut avoir des stratégies pour qu'elles permettent à l'industrie de s'adapter. Et Coulombe continue, il dit qu'il faut éviter les grands dérapages, les pertes d'emplois majeures, catastrophiques. Il dit tout ça, Coulombe. Mais il n'y a pas eu d'études d'impact qui se sont empressés de faire la coupure de 20 et il a fallu se rendre au premier ministre pour obtenir 3 groupes de travail pour s'en sortir. Et écoutez M. Corbeil, c'était rendu que la coupure de 20 créait de l'emploi. Il est allé au Bas-Saint-Laurent dire qu'il y avait eu 550 emplois créés au Bas-Saint-Laurent. Je pensais, moi, que 20 de coupure, ça voulait dire 20 moins de bûcherons, 20 moins de troqueurs, 20 moins de personnes dans les séries, 20 de moins de copeaux. Non, 20 coupés, là, ça ne crée pas des jobs. D'ailleurs, dans les scénarios étudiés par le gouvernement, en avril 2004, le 16 avril 2004, il y avait un scénario à 20 puis les pertes d'emplois directs et indirects étaient fixées à 16 116. Et un scénario à 15 les pertes d'emploi étaient évaluées à 12 008. 12 008. Donc, dans son propre ministère, c'est ça qu'il prévoyait. Et là, la semaine passée, ils ont sorti 1700. Ça sort de nulle part. On a tous des antennes. Vous savez comment ça marche dans la vie. On a tous des gens qui nous renseignent du plan technique, d'où ça sort. On n'a pas frappé un gars du ministère qui nous a dit d'où ça sortait. Pour moi, c'est sorti d'un chapeau. Dans les mesures d'atténuation, est-ce que vous prévoyez, est-ce que vous allez jusqu'à suggérer la sylviculture? Si oui, qui devrait la prendre en charge? Est-ce que c'est l'industrie ou le gouvernement? Bien, la sylviculture, là, on est prêt à discuter de comment ça doit fonctionner par après.
Mais c'est clair qu'il faut des travaux sylvicoles, il faut des travaux d'aménagement. Mais à court terme, c'est pas nécessairement le gars qui claire la grande scie dans une scierie qui va aller faire des travaux sylvicoles, puis des travaux d'aménagement forestier. Le type qui pile du bois ou qui travaille sur la coupure, le bottage qu'on dit, je suis de la vieille école. Moi, j'ai gagné mes études dans Moulancy, je connaissais un petit peu. Je suis né au monde des chantiers. Donc, c'est clair que c'est pas ces gens-là nécessairement. S'ils perdent leur job, ça ne veut pas dire que c'est eux qui sont en forêt. Ça peut être de la substitution d'emploi au niveau de l'aménagement forestier et des travaux sylvicoles. Les travaux, s'il y avait de la deuxième et de la troisième transformation, ça pourrait être un autre type de main-d'œuvre aussi. Ou peut-être que là, il y a un certain nombre de travailleurs qui retrouveraient de l'emploi dans la seconde et la troisième. Mais pour avoir de la seconde et de la troisième, il faut avoir de la première. Parce que si tu n'as plus de petits bouts de papier, il y a du temps en masse encore. Oui. C'est beau. J'espère que vous regardiez vos montres quand vous commencez à m'inquiéter. S'il n'y a pas de... Moins il y a de bois, à transformer. Ça va de pair. Et les emplois ne sont pas nécessairement aussi lucratifs pour la main-d'œuvre, mais c'est excellent par contre pour une main-d'œuvre qui voudrait être formée pour ça, la deuxième. On est pour la deuxième et la troisième transformation. Moi, j'ai toujours déploré qu'on coupait nos arbres, on faisait du 2x4, puis ça quittait la région, puis bonjour Luc. Quand j'ai eu la chance de créer le ministère des Régions, c'est moi qui ai créé CLD à l'époque, justement pour qu'il se transforme le plus de bois possible dans nos régions ressources. C'est le plateau Mont-Royal, c'est bien facile d'applaudir le film de Desjardins, puis d'applaudir le fait que le gouvernement coupe 20%. Mais si on les attachait après nous autres une semaine dans une région ressource, ils seraient peut-être moins scandalisés de voir des arbres se couper, surtout des arbres à maturité. Puis si on le faisait comme il faut, il y aura un chef forestier qui sera capable de nous dire tu coupes bien ou tu coupes mal. T'en coupes trop ou t'en coupes pas assez. Mais on aura l'heure juste de quelqu'un le plus indépendant possible. C'est ça que je pense qu'il faut chercher à faire ça, à donner cette perception. Et l'industrie, moi, m'a mandaté dans ce sens-là. La semaine dernière, on apprenait que la conférence régionale des élus avait soumis, on avait demandé au gouvernement de soumettre un plan de diversification de ça. Je me demandais, est-ce qu'il y a eu consultation auprès de l'industrie forestière? Est-ce que les CRE, est-ce qu'ils ont rencontré les industries? Dans certains endroits, oui. Ici, en Abitibi-Témiscamingue? Ici, en Abitibi-Témiscamingue, je vous avoue que l'industrie a participé à différents degrés. Dans certaines MRC, oui, dans d'autres, non. D'ailleurs, c'est un des points qu'on veut regarder dès cet automne, nous autres, comment on n'est pas structuré en association régionale industrielle. Donc, c'est un des projets que je veux soumettre, qu'on ait un porte-parole officiel dans une région quand il arrive une demande. Mais l'industrie a été très fâchée de la tournée du ministre et de Mme Normando. Ils ont eu 1 minute et demie pour s'exprimer. Voyons. Appelle ça la consultation ou bien la rencontre du monologue. Les ministres ont parlé à 1 heure, puis chacun a eu 1 minute et demie pour s'exprimer. C'est pas dans 1 minute et demie que je suis capable de tout vous dire ce que je vous ai dit dans 10 minutes, là, depuis 10-15 minutes. Il faut bien se comprendre. Traiter de la non-compétitivité, du coût de la ressource, des problèmes qu'on rencontre, je pense que ça demande beaucoup plus que ça. Et ça aurait fait plus sérieux si on n'avait pas à avoir une tournée dans laquelle on aurait pu exprimer notre point de vue. Je pense que là, l'industrie aurait pu, si elle avait été plus structurée d'abord, aurait pu exprimer l'ensemble de ces points de vue-là, comme on a fait avec le premier ministre. On pourrait même, si vous nous laissiez vos adresses, vous envoyer toutes les graphiques sur le plan économique. On pourrait vous envoyer tous les graphiques qu'on a fait pour démontrer que notre industrie, que le coût de notre bois, puis nous envoyer tous les graphiques de rentabilité, les pertes depuis 5 ans. Les graphiques se parlent par eux-mêmes. Et ça pourrait être intéressant que vous ayez le kit là, au complet. Vous avez seulement qu'à nous laisser les noms, là, puis on va vous l'envoyer dès le retour demain. Puis on va vous l'envoyer en couleur. Pas si pire. Vous avez parlé d'être mieux structuré pour avoir une meilleure voix. Donc, la mise en place de commissions forestières régionales, est-ce que ça pourrait Mais même là, jouer ce rôle-là? même là, si on ne se structure pas, c'est qui va inviter qui?
je vais t'inviter juste le plus important, ou si tu n'auras pas les un ou deux leaders naturels, parce qu'on n'a pas une structure comme ça. Les gens se parlent quand c'est, par exemple, ceux qui sont en pâte ou dans le déroulage vont se parler facilement. Mais il y a des scieurs, il y a du déroulage, il y a des papetières. Il faut marier ça le plus possible pour que on ait un représentant régional ou deux ou trois qui soient les porte-parole de l'industrie forestière. Et ça, c'est drôlement important. Parce que l'un a un impact sur l'autre. On est dans le bois, ou bien on est en première transformation ou en deuxième. Tu sais, c'est de même que ça fonctionne. Oui. On est dans une région aussi qu'il y a beaucoup de feuillus. J'imagine qu'il y a des CAF qui sont accordés dans le feuillu, mais qu'ils demeurent là parce que l'industrie... Cette année, vous allez avoir à peu près personne en forêt au niveau du feuillu. Donc le CAF, il est resté là? Ben, pour l'instant, mais le ministre insistait beaucoup. Abandonnez votre CAF, me le donnez un autre. Ouais, ça va être quoi, ça? On n'y va pas cette année parce que ça n'a plus d'allure. Ça serait assez déficitaire que ça pourrait mettre en survie la viabilité d'une entreprise. On a dit, on a un groupe de travail, travaillons fort pendant 2, 3 mois ou 4 mois s'il faut. Travaillons très fort pour changer les normes, pour que ça vaille la peine d'entrer en forêt, puis après ça, réasseoir sur une base solide notre industrie forestière, notre feuillu. C'est ça qu'on a proposé. À ce que je sache, il y en a peut-être un ou deux dans les majeurs qui vont entrer en forêt. Puis s'ils rentrent, ça va sur des projets pilotes. Puis il va falloir que d'ici la fin juillet, il y ait un assouplissement des règles du jeu. Sinon, ils ne rentreront pas eux autres mêmes. Moi, j'en avais 6 la semaine passée. 6 à peu près à Québec. Puis il y en a un par téléphone qui a dit que s'il y avait un projet pilote, les 6 autres ne rentreront pas en forêt. Justement, parlant de projet pilote, la Commodore Taïwan avait proposé au gouvernement un projet pilote pour les coupes à mini-bande. Est-ce qu'il y a des chances qu'il y ait un... Moi, je pense qu'il n'y aura pas de chance avant octobre, septembre, octobre. Je ne pense pas que pour l'été. Ils ne rentreront pas sur un projet pilote. Commonwealth Plywood, c'est décidé. Robert Kiffey, qui est président du secteur, puis qui est président du secteur sciage, déroulage, feuillu, là, nettement, la compagnie Commonwealth est décidée de ne pas rentrer en forêt. Mais ils veulent travailler fort sur le changement des normes, par exemple. Mais le projet de coupe à mini-bande... il ne rentrera pas. Non, mais je veux dire, y a-t-il des chances d'être accepté à un moment donné? Après les 3-4 mois, peut-être. Mais à ce stade-ci, il n'y avait plus de dialogue. On ne se le cachera pas. Là. Ça fait 3 ans que ça parlait dans le beurre. Il a fallu se rendre à M. Charette pour dire, écoutez, c'est plus des comités de travail qui travaillent dans le beurre qu'on veut, de divulgation de résultats. Sinon, vous vivrez les conséquences. Si tu veux, je ne peux pas demander aux compagnies d'investir, puis de ne pas avoir une rentabilité dans l'argent. C'est rendu que au Québec, c'est péché que de penser faire de l'argent. On a seulement qu'à transposer ça sur nos petits cas personnels. Tu sais, mais j'ai 65 ans, donc j'ai pas l'air de ça, je suis tout jeune, mesdames. Mais à 65 ans, là, le petit peu que j'ai ramassé, moi, ça ne serait pas à perte. Qui voudrait placer son argent à perte? On dit à la compagnie, hey, ils font des gros profits, ils ne savent même pas. Vous allez voir les gros profits, nous vous envoyer le coût de la ressource, puis tout. Le coût des copeaux aussi, il faudrait ajouter le coût des copeaux. Exact, le kit complet. On sait qu'il y a eu de nombreux problèmes dans différents secteurs du Québec. Présentement, on voit ce qui se passe à l'île René-Levasseur. Pour notre secteur ici, l'industrie forestière et les communautés autochtones, on en est où dans les derniers développements? Bien, ici la communauté algonquienne n'est pas organisée. C'est 5 anglophones, 4 francophones, si ma mémoire est fidèle. Je n'ai déjà pas trouvé dans ce monde, jadis, dans une autre vie. Deuxièmement, ils n'ont pas un processus de négociation d'amorcer avec les 2 paliers de gouvernement, comme le sont les Inuits, par exemple, ou les Cris. Donc, c'est plus difficile. Chacun tire sur son bord dans la communauté algonquienne, vous le savez. Et ça fait en sorte que chacun cherche à se faire justice au lieu de s'asseoir à une table et négocier. C'est pour ça que l'industrie forestière, dans notre communiqué d'hier, je ne sais pas si vous avez eu un élément dessus, par rapport à Kruger, on dit ceci, nous, on favorise la négociation de gouvernement avec les communautés pour arrêter ça. Parce qu'il y a du bois qu'on n'est pas capable. Domtar est arrêté, là.
à cause du blocage du bois avec les Algonquins. Blanchette a du bois qui ne peut pas aller cueillir, du cèdre, je pense, qui ne peut pas aller cueillir à cause des Algonquins, etc. Se faire justice soi-même, c'est pas la méthode la plus intelligente de vivre en harmonie dans une société. C'est clair? Et je ne me dédierai pas, sauf que j'ai été un de ceux, quand j'étais ministre des Affaires autochtones, qui a préconisé beaucoup le dialogue et la négociation. Et je continue à le faire. Et je pense que l'industrie serait gagnante si on leur permettait de participer à ces négociations-là, en présence du gouvernement, et faire des deals d'affaires, comme on dit. On ne demande pas mieux que de conclure des ententes, nous autres, pour faire le prélèvement dans la forêt. Offrir, comme Tembec le fait ici, à une trentaine de jeunes Algonquins de travailler en usine. Donc, tôt ou tard, de toute façon, eux autres sont en croissance démographique, puis nous, on est en décroissance démographique. C'est sûrement une main-d'œuvre qui sera recherchée au bout, ça. Il y a sûrement des ententes intelligentes à faire, au profit des deux, au profit des Autochtones et au profit du Québec, au profit de son industrie. Vous êtes donc assez optimiste à ce niveau-là? Bon, relativement optimiste pour être bien franc, parce que vous savez très très bien que du discours au geste, il y a un monde, y compris chez les Autochtones. Puis ils ont le petit lutte de pouvoir à l'interne, la même maudite affaire que nous autres, même s'ils ne disent pas, parce qu'ils s'obtiennent plus de ne pas parler. Mais moi, ils me feront vraiment croire qu'ils n'ont pas le petit lutte de pouvoir. Voyons. Gardez-la aller entre chefs, sur votre propre territoire. Dites-moi donc si c'est l'harmonie complète, sauf que ça ne se lit pas dans les journaux comme nous autres. Nous autres, on est latins, il faut parler, il faut chicaner la place publique, on a du fun. Bon, l'autobus nous attend, je pense, Merci. pour la visite d'usine. Son corps est symétrique et sa peau Boboule, formée. apporte la télécommande. Tu veux changer de poste? Mais non, mais tu vois bien que la télé marche pour rien. Vas-y, bouge, apporte la télécommande. Mieux consommer, c'est éteindre les lumières et les appareils dès qu'on ne les utilise plus. Vas-y, Boboule, là, pèse sur le bouton, là. Oui, vas-y. Adam passe ses journées Oh, c'est pas grave, on t'aime quand même, mon pitou. Non, Boboule, non, coco, je panier, Boboule. Non. Pour d'autres trucs et conseils, consultez notre site. Oh, ça va pas recommencer. Ça arrête pas d'arriver. Oh, non! Prends garde à toi, mon frère. Arrête de niaiser, tu sais que j'ai peur dans le noir. Mieux consommer, c'est utiliser des ampoules fluo compactes qui durent plus longtemps et consomment moins d'énergie. Je suis le prince des ténèbres. Oh non! Allume, sors de ton trou, il a changé l'ampoule, le médecin. Pour d'autres trucs et conseils, consultez notre site.